Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir à la Maison de la Poésie Leonardo Padura, qui est en France à l'occasion de la parution de son nouveau roman Poussière dans le vent, paru fin août aux éditions Métellier dans une traduction de René Solis. Alors, un mot pour vous donner le déroulé de cette soirée. Nous avons choisi de commencer par une lecture que va faire Pierre Beau tout de suite. Alors, nous avons fait, Pierre et moi, un petit montage du début du roman. Alors, pour que vous ne soyez pas perdus, pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore lu le livre, vous allez entendre le tout début du roman qui se passe dans les années 2000 aux États-Unis avec deux personnages nommés Adela et Marcos. Et puis, on va ensuite partir à Cuba dans les années 1990 avec deux autres personnages, Elisa et Clara, qui sont les mères des personnages précédents. Voilà, je me tais et je laisse la parole à Pierre. Extrait du premier chapitre, Adela, Marcos et la tendresse. Adela Fitzberg entendit la sonnerie de trompette réservée aux appels familiaux et lut sur l'écran de son iPhone le mot « madre ». Sans réfléchir, car elle savait d'expérience qu'il valait mieux s'en abstenir, la jeune femme fit glisser son doigt sur l'icône verte clignotante. « Loretta » demanda-t-elle, comme si quelqu'un d'autre que sa mère avait pu l'appeler. 3 heures plus tôt, à l'heure du petit déjeuner, tandis qu'elle avalait avec le manque d'entrain matinal qui la caractérisait un yaourt faussement grec, mais peut-être vraiment light, accompagné de céréales et de fruits, qu'elle humait le parfum revigorant du café que Marcos préparait chaque matin, la jeune femme avait ressenti la tentation de consulter son téléphone. Cédant à cet élan inhabituel, elle avait passé en revue le journal des appels pour constater que Madre n'avait pas essayé de la joindre une seule fois depuis 16 mois. Durant tout ce temps, à en croire la mémoire du téléphone, c'était toujours elle qui, luttant contre ses appréhensions, avait appelé Loretta en moyenne 2 fois par mois. Peut-être parce qu'elle avait effectué un peu plus tôt cette recherche inhabituelle, Adela ne fut pas surprise. C'était comme de la transmission de pensée. À moins que ce fût seulement un caprice du hasard. Alors, sans s'autoriser à réfléchir, elle avait sauté dans le vide. Si elle survivait à la chute, elle verrait bien ce qu'il y avait au fond. « Hé, Cossi, comment tu vas, toi ?» La voix grave, une voix de fumeuse et de buveuse. Pourtant, sa mère jurait au grand Dieu qu'elle n'avait jamais fumé et sa fille ne l'avait jamais vu boire autre chose de plus fort qu'un Bloody Mary ou 2 verres de vin rouge. Cette façon tellement cubaine d'ajouter des « toi » un peu partout dont elle n'avait pas réussi à se défaire en espagnol et cette manie de l'appeler Cossi depuis qu'elle était bébé. Elle ne l'appelait Adela que lorsqu'elle était fâchée contre elle, voire Adela Fitzberg, en soulignant bien le prénom et le nom de famille, quand elle était très fâchée, lui confirmèrent l'évidence. Et très vite s'ajouterait son intime conviction que le coup de fil de Loretta, après tous ces mois, allait foutre sa journée en l'air. C'était donc à cela que servait sa mère. Ça va bien. Au boulot. Je viens d'arriver. Oui, je vais bien. Elle n'osa pas lui demander comment elle allait, elle, et encore moins s'il y avait un problème. Surtout, ne pas lui dire qu'elle était encore une fois arrivée en retard à cause de la circulation infernale sur l'Expressway dont Loretta disait qu'il contribuait à empoisonner le monde et les poumons de sa fille. Tant mieux pour toi. Moi, par contre, ça ne va pas du tout. C'est pour ça que tu m'appelles ? Tu es malade ? Il t'est arrivé quelque chose ? Quelle heure il est là-bas ? Il est 6h18. Il fait noir, très noir, et un peu froid. Et non, je ne suis pas malade, pas physiquement. Je t'appelle parce que je suis ta mère et que je t'aime, Cossi. Et parce que je t'aime, j'ai besoin de te parler. Toi, tu crois que c'est possible ? Bien sûr, bien sûr. Tu n'es pas physiquement malade. Mais alors, qu'est-ce que tu as, Loretta ? Adela ferma les yeux et entendit un long soupir, un classique chez sa tragédienne de mère.
par une sorte de vengeance inconsciente, quand sa mère la surnommait Cossi, elle, depuis toute petite, l'appelait par son prénom, Loretta, et ne lui disait madré, mère, que quand elle avait des envies de meurtre. Et avec ton copain, ça va ? Cette fois, ce fut au tour d'Adéla de soupirer. On ne s'était pas dit que tu ne voulais rien savoir de mon copain, tu ne m'appelles quand même pas pour ça, hein ? Encore un soupir. Plus long, plus profond, authentique. La dernière fois que Loretta l'avait appelée, sa mère lui avait juré qu'elle ne s'intéresserait plus jamais à la vie intime de sa fille et lui avait une fois de plus balancé que si elle prenait plaisir à patauger dans la merde, grand bien lui fasse, en plus de sentir la merde, elle finirait par en bouffer aussi. Et Adéla savait que sa mère était du genre à tenir ses promesses. Il faut sacrifier Ringo, finit par dire la voix insomniaque. De quoi tu parles, mère ? Comme une avalanche soudaine, l'image du bel alezan, avec une étoile de poils blancs sur le front à laquelle il devait son nom, Ringo Starr, avait surgi dans le cerveau de la jeune femme. Mais qu'est-ce qu'il a ? La dernière fois qu'on s'est parlé, tu ne m'as pas dit ? La jeune femme s'interrompit. Regrettant d'avoir cru que sa mère l'appelait pour lui parler de ses éternels soucis ou pour se moquer de ses relations sentimentales et de sa décision d'aller s'installer avec son copain à Hialeah. Hialeah, non mais j'y crois pas. Elle allait finir par y arriver, à foutre sa journée en l'air. D'ailleurs, vu ce qu'elle venait de dire, c'était déjà le cas. Des coliques. Ça fait des jours qu'on fait tout ce qu'on peut, Rick et moi. On a demandé conseil, le meilleur vétérinaire d'ici l'a pris en charge, le diagnostic définitif est tombé il y a 2 jours. On lui a fait une ponction abdominale, c'est très grave. Il est trop vieux pour une opération, sauf qu'il est tellement fort, on ne voulait pas. Je le savais, mais le vétérinaire nous a confirmé qu'il n'y a pas d'autre issue possible. Mon Dieu, est-ce qu'il souffre ? Oui, depuis plusieurs jours, il est sous calmant. Adéla a senti sa gorge se serrer. Il n'y a rien à faire ? Non, pas de miracle. Quel âge a Ringo ? Exactement le même âge que toi, 26 ans. On ne dirait pas, mais c'est un vieillard. Adéla déglutit et réfléchit avant de répondre. Alors, il faut l'aider, Loretta. Nouveau soupir au bout du fil. C'est bien ce que j'ai l'intention de faire, mais je ne sais pas si je dois le faire moi ou demander à Rick ou au vétérinaire. Fais-le toi, avec tendresse. Oui. C'est vraiment dur, tu le sais, toi ? Bien sûr que je le sais. Tu es comme sa mère, lança la jeune femme sans y mettre de sous-entendu. C'est ça le pire. Le pire. Toi, tu ne sais pas ce que c'est que d'être mère et de ne pas pouvoir. Les joies, les souffrances d'une mère, toi, tu n'en as pas idée. Tu as beaucoup souffert, n'est-ce pas, de ne pas pouvoir quoi ? Demanda Adéla, malgré elle. Malgré la solennité du moment, elle était une nouvelle fois tombée dans le piège. Elle y tombait toujours. Et elle se prépara pour la tirade maternelle, mais la réponse de Loretta l'a pris de court. C'est tout ce que je voulais te dire, savoir que toi, tu vas bien, te dire que je t'aime, fort, fort, et qu'aussi, je n'arrive plus à parler. Je crois que je vais. I'm so sorry. C'est seulement à cet instant qu'Adéla prit conscience que ses dernières questions étaient à côté de la plaque et que la douleur de sa mère devait être immense. Elle lui avait parlé tout le temps en espagnol, avec ce « toi » révélateur de sa cubanité, et renversant la logique de l'année et demie écoulée, c'était sa mère qui l'avait appelée et qui, pour couronner le tout, avait raccroché. Elle devait être anéantie par la décision qu'il lui fallait prendre, au point d'être incapable de relever le défi verbal qui s'annonçait. Adéla resta quelques instants les yeux fixés sur l'iPhone et, malgré elle, imagina le moment où Loretta manipulerait la terrifiante seringue métallique qui piquerait le pelage brillant du cou de Ringo pour le plonger dans un sommeil éternel. Elle laissa tomber le téléphone dans le tiroir en haut de son bureau qu'elle referma brusquement et se leva. Elle sortit dans le couloir menant à l'entrée des locaux abritant les Special Collections de l'université où elle avait décoché un poste de spécialiste en bibliographie cubaine, et en passant devant le bureau de Johandra,
l'archiviste. Elle lui dit qu'elle avait besoin de prendre l'air et de boire un café. « Il y a un problème ?»« Oui, enfin non. Ce n'est rien, » murmura Adela, qui n'avait pas la moindre envie d'expliquer le tourbillon de sentiments déclenché par le coup de fil de sa mère et la vision des yeux du cheval. « T'aurais pas une clope ?» Johandra haussa les sourcils, sortit une cigarette du paquet qui se trouvait dans son sac et la lui tendit en même temps qu'un briquet. « Waouh, c'est si grave que ça ?» Adela murmura un merci, tenta de sourire et hocha à peine la tête quand sa collègue, montrant l'écran de son ordinateur, lui commenta que la visite du président Obama à Cuba semblait se confirmer. Décidément super ce type. Adela sortit dans le jardin arboré qui entourait la bibliothèque et fut saisie par la chaleur humide de Miami, déjà forte en cette matinée d'avril. Au nord, le ciel nuageux annonçait un orage probable dans l'après-midi. À Hialeah, et peut-être plus au sud, au-dessus de Miami, ce qui transformerait son trajet du retour par le Palmetto Expressway en torture physique et psychologique susceptible de la faire craquer. Elle suivit le sillage d'une bonne odeur de café cubain fraîchement préparé et traversa le campus jusqu'à la cafétéria située au rez-de-chaussée du bâtiment de la fac de lettres où elle demanda un café, peu sucré. Le gobelet en plastique à la main, elle retourna dans le jardin et chercha le banc le plus à l'ombre et le plus reculé pour boire son breuvage et fumer en cachette la première cigarette qu'elle allumait depuis un nombre incalculable de mois. Un fils de merde pour un jour de merde, se dit-elle, refusant de s'avouer vulnérable tout en appréciant le shoot de nicotine. Adela Fitzberg eut à cet instant précis la conviction que son énervement n'était pas dû au sacrifice imminent du vieux Ringo, ou pas seulement. En plus de lui gâcher la journée avec une mauvaise nouvelle, pourquoi Loretta l'avait-elle appelé ? Les 2 prochains extraits sont du chapitre 2, l'anniversaire. Chacun des éléments était disposé comme si la composition avait été arrangée par un artiste pour la figer dans un tableau ou une photo. Au centre, une jeune femme pelotonnée dans le fauteuil vert émeraude, les jambes repliées contre la poitrine, le menton appuyé sur l'un des genoux, le visage à moitié dissimulé par la cascade de cheveux châtains foncés que l'éclairage à cette distance rendait encore plus sombre. La puissance des lumières de la terrasse parvenait à dessiner sa silhouette plongée dans des ténèbres presque insondables, dignes d'un tableau du Caravage. De là où elle était dans la cuisine à travers le long couloir qui menait à la terrasse ouverte du jardin, Clara pouvait observer Elisa. Doublement encadrée par les montants de la porte et par les colonnes de fer forgé qui soutenaient le toit de la terrasse et accentuaient la sensation d'une image fabriquée. Dans cette position, la jeune femme essayait de se protéger contre la fraîcheur de l'aube et sa position fétale lui donnait un air de vulnérabilité, comme si elle avait été oubliée là, tout en permettant à Clara d'observer la pâleur de la face postérieure de ses cuisses et, au-dessous, ce qui devait être le tissu sombre de sa culotte serrée contre le sillon profond du périnée. Hors du temps, en proie à des instincts aussi palpitants que réprimés, Clara eut le clair sentiment d'être dans les coulisses, en train d'attendre l'ordre d'entrer en scène pour aller s'agenouiller près de la jeune femme, lui prendre délicatement les bras, lui caresser les mains, avant d'écarter ses jambes fléchies pour plonger son visage dans son intimité et boire au plus profond d'elle. L'image tout à la fois idyllique et glauque, les évidents désirs de transgression qui trahissaient l'humidité de son vagin et qui inquiétaient son cerveau, la profonde agitation de ses sens, tout cela resterait dans la mémoire de Clara comme une révélation de ce que pourrait être son moi le plus véritable, censuré depuis des années par son propre subconscient, et comme une évidence indomptable dont même, quand elle la sentirait loin d'elle, surmontée et même étrangère, elle n'arriverait jamais à se défaire complètement.
Les halètements désespérés de la cafetière italienne sur le feu rompirent le charme et Clara éteignit le gaz. Machinalement, elle se passa plusieurs fois la main sur le visage, comme pour essayer d'effacer sur ses traits les possibles traces physiques d'appétit de plus en plus récurrents qui, uniquement à des moments bien particuliers de rencontre avec une part enfouie d'elle-même, suscitée par les effluves qui émanaient d'Élisa seulement, remontaient du plus profond d'elle-même. « Putain de merde, qu'est-ce qui m'arrive ?» murmura-t-elle, en attribuant à l'épuisement et à l'alcool ses élucubrations, tandis qu'avec des gestes machinaux, elle mettait 2 cuillerées de sucre brun dans le pot en faïence pour adoucir le café que, aussitôt, elle servit dans 2 tasses en plastique. En arrivant dans le jardin avec son plateau, elle se rendit compte qu'elle avait oublié quelque chose. Elle ne savait pas quoi exactement, et elle retourna dans la cuisine pour essayer de se souvenir. Ce n'est qu'en la voyant qu'elle sut que c'était une petite couverture qu'elle posa sur son avant-bras. Élisa était dans la même position, mais Clara fit en sorte de garder ses yeux à la hauteur du visage et de bannir tout accès de faiblesse. Sans lâcher le plateau, en se penchant légèrement, elle approcha de son ami le bras d'où pendait la couverture bleue avec les liserés rouges indiquant qu'elle appartenait à la Cubana de Aviación. Élisa lui sourit et la posa sur ses épaules. De la main droite, elle en serra les pointes autour de son cou et, de la gauche, elle recouvrit ses jambes, mettant fin à la vision de ses cuisses. « J'étais gelée, putain, j'y crois pas, je me reconnais pas, dit Élisa en changeant de position sur le fauteuil. Tu sais qu'ici, à Fontanar, ça se rafraîchit toujours beaucoup la nuit, et que si une goutte d'eau doit tomber sur la Havane, elle est pour Fontanar, lança Clara, qui avait besoin de dire des banalités, craignant encore que sa voix ne la trahisse. Et elle se pencha de nouveau pour qu'Élisa prenne l'une des tasses du même bleu que la couverture. « Tu devrais aller dormir sans boire de café et ne pas prendre froid. » La première aube de l'année 1990 se révélait plus fraîche que prévu. La soirée du 31 décembre avait été agréablement chaude et les invités au dîner du dernier jour de l'année, qui s'était à nouveau tenu dans le jardin de Clara et Dario, ne s'attendaient pas à cette baisse subite de la température. Élisa se redressa sous la couverture pour examiner la tasse en plastique. « D'où tu sors des trucs pareils, Clara? Le plaid, les serviettes, les ramequins pour le dessert, ces horribles tasses, tout ça, c'est volé ?» Les voisins du quartier, dit Clara avec un sourire. Il y en a plusieurs qui travaillent à l'aéroport et ils embarquent même le kérosène pour les avions. Le kérosène aussi, il pique tout ce qu'il y a. Les pilotes et les hôtesses de la Cubana rapportent tout ce qu'ils peuvent de l'étranger pour le revendre. Clara but une gorgée de café. Tu serais intéressé par un magnétoscope ou un ventilateur qui fait vraiment du froid? Ces tasses sont une merveille, elles sont russes et pour les casser, il faut y aller à coups de marteau. Les 2 jeunes femmes sourirent et Clara sentit qu'elle redevenait ce qu'elle devait être. Il était près de 3 heures du matin, car il n'y avait plus qu'elle dans le jardin. Dario, le mari de Clara, après avoir dit qu'il n'en pouvait plus, s'était traîné jusqu'à sa chambre, ayant obtenu que les petits Ramsès et Marcos, surexcités par la fête, aillent enfin se coucher sans même se laver les dents. Bernardo, le mari d'Élisa, était lui aussi crevé, mais il n'avait rien dit. Son énième verre de rhum à la main, il pionçait, affalé sur le canapé du salon, où il se réveillerait le lendemain ou 2 jours plus tard. Les restes des membres du clan avaient commencé à partir 2 heures plus tôt, après les toasts, les embrassages, les vœux de minuit, qui avaient accompagné un nouvel an qui, d'où qu'on l'envisage, s'annonçait sombre, surchargé d'événements dramatiques. Une mauvaise année qui allait rapidement briser tout ce qui semblait solide et qui surpasserait dans les grandes largeurs les pires prédictions. « Couche-toi quand tu voudras, insista Clara, qui avait envie d'être seule. « Et toi ?» demanda Élisa. « Je suis morte de fatigue, mais je n'ai pas sommeil, moi non plus. Et quand j'ai sommeil, je me couche et je ne dors pas. » Les 3 semaines exactement séparant la fin de l'année de la date de son anniversaire, le 21 janvier, avaient toujours constitué pour Clara une attente presque insupportable. Depuis qu'elle et plusieurs de ses amis les plus proches étaient entrés à la fac et que Clara avait décidé de retourner à Fontanar,
Sa maison était devenue une sorte de refuge collectif et, de façon tacite, l'endroit parfait pour fêter le 31 décembre et bien entendu pour célébrer chaque 21 janvier l'anniversaire de la propriétaire de la maison et tout autre événement, réel ou inventé. Dans cette maison de rêve, entourée de terrains vagues et située dans un quartier encore tranquille à la périphérie de la ville, le clan pouvait se réunir et tous pouvaient s'y sentir libres pour parler ce dont on ne pouvait pas parler ailleurs. S'installer dans un coin pour lire un livre ou profiter d'une solitude complète ou pas. Et même aller s'isoler 1 heure dans l'une des 4 chambres de l'étage pour assouvir de vieux désirs ou de nouvelles passions. Mais Clara, avec son grand sens des responsabilités et sa profonde propension à la mélancolie, qui n'avait pas encore résolu tous ses différends affectifs avec la maison, se sentait incapable de profiter de ces réunions avec la même intensité que ses amis. Elle avait fini pourtant par s'y résigner. D'autant que, sans aucun doute, celui qui tirait le plus avantage des possibilités de la demeure était son propre mari, Dario. Et ce, depuis l'époque où, alors qu'ils étaient encore fiancés, il avait apporté dans la maison de Fontanar une préhistorique machine à écrire, ses livres et les 3 ou 4 vêtements qu'il possédait, prêts à se retrancher là, jusqu'à la mort. Pour quelqu'un comme lui, né dans un immeuble populaire de la rue Perseverencia, où il était censé passer le reste de son existence, aller vivre dans une grande maison avec sa propre salle de bain, une chambre pour lui, un bureau et même une terrasse et un jardin, avait été le plus beau cadeau que la vie pouvait lui réserver. Clara et Elisa, cela faisait 15 ans qu'elles se connaissaient. Quand Elisa était revenue d'un séjour de plusieurs années à Londres et qu'elle s'était rencontrée dans une salle de classe du lycée de Bedado, où Clara s'était inscrite, où elle ne connaissait presque personne, Elisa, même si elle ne se vantait pas beaucoup de ses privilèges familiaux et de son expérience de la vie mondaine, arrivait auréolée du mystère d'avoir vécu 6 ans à Londres avec ses parents diplomates. Elle assurait être allée à un concert des Rolling Stones, avoir visité la maison de Sherlock Holmes et avoir vu une représentation de Jésus-Christ Superstar. Elle était intelligente, tourmentée et fascinante. Elle dégageait un mélange d'assurance et d'esprit rebelle. Et c'est avec joie et un peu de surprise que Clara, la timide, l'anonyme, avait bénéficié de son amitié. Elles étaient depuis lors inséparables et elles avaient formé le noyau d'un groupe d'amis auquel appartenait déjà Irvine, ami d'enfance, gay de naissance, ainsi que le présentait Elisa, et qu'avait rapidement rejoint Liubia, elle aussi vieille copine d'Elisa, et à sa suite son nouvel amoureux, Fabio. Être enceinte me rend bizarre, avoua Elisa. J'ai l'impression que cela me change, je me sens, si différente. C'est parce que tu es différente et qu'on n'y est pas préparé. Mais regarde-moi, je suis indemne. J'ai 2 gamins qui n'arrêtent pas de faire des bêtises toute la journée, surtout Marcos. Ramsès est un gentil garçon, mais Marcos est spécial. Il suffit de le voir pour s'en rendre compte. Oui, Marcos a quelque chose, admit Clara, avec une étincelle d'amour dans les yeux. Je n'aime pas y penser, mais j'ai l'impression que Ramsès, c'est l'enfant de Dario, et que Marcos, c'est le mien. Moi, j'ai très peur, Clara. Jusqu'à ce qu'il sorte, on ne sait pas ce qu'on a à l'intérieur, dit Elisa en montrant son ventre qui saillait à peine. Comment sera-t-il? Quel sera son caractère? À quoi va-t-il ressembler? N'y pense pas, pourquoi tu penses à ça? Tu as toujours été la plus positive, mais je pense à trop de choses. Elisa, si tu n'étais pas prête, pourquoi tu as décidé de le garder? Bon, c'est vrai, moi non plus je n'étais pas prête quand ça m'est arrivé. Maintenant, il faut assumer et faire ce que je te dis, positive. Tu sais pourquoi je l'ai gardé? Oui, mais ils se sont trompés. Toi, tu n'avais rien d'atrophié et Bernardo n'est pas stérile. C'est un cadeau du ciel. Je ne crois pas en Dieu, tu le sais. En tant que vétérinaire, je crois en la biologie et en ses caprices ou en ses folies. Et toi, camarade, tu n'es plus marxiste-léniniste? Elisa, moi, ce que je sais, c'est que la biologie me dit que l'un des 10 spermatozoïdes au mètre carré qu'a Bernardo est arrivé là où il fallait arriver. Et
Un spermatozoïde de Bernardo, Elisa? Clara avait baissé la voix et s'était penchée sur son ami. Un cadeau du ciel, tu l'as dit toi-même, Clara. Un miracle. Et chacun sait que Dieu est grand et tout-puissant. Le clan s'appelait déjà le clan quand plusieurs d'entre eux avaient découvert 1984, 3 ans avant l'année choisie par Orwell pour situer sa fable d'anticipation politique. Elisa, qu'il avait apporté au conclave, avait eu accès au livre avec en guise de couverture la première page d'une revue coréenne, grâce à Irvine, à qui il avait été prêté par un ami de Joël, qu'il avait hérité d'un ami qui, quelques mois auparavant, avait quitté Cuba au moment de l'exode massif par le port de Mariel. Encore sous le choc de la lecture, Elisa, avec le soutien enthousiaste d'Horatio, s'était chargée d'inciter Clara à le lire, et des années plus tard, alors que le clan était réduit à l'état de reste et que le roman avait fini par être publié à Cuba, Clara avait décidé de le relire. Dès la relecture des premières pages de l'inattendue édition cubaine d'un texte toujours considéré comme subversif par les commissaires culturels soviétiques et cubains, la jeune femme se rappellerait les 72 heures qu'on lui avait concédées en 1981 pour dévorer le livre. Cela avait été comme la traversée stimulante d'un tunnel angoissant au bout duquel l'attendait Elisa, lui projetant au visage et dans l'âme une lumière aveuglante mais pleine d'avertissements. Orwell était-il un auteur de fables particulièrement inventif ou un écrivain réaliste? Apparemment, c'était Horatio, durant la dernière année de lycée, qui avait eu l'idée de baptiser leur petit groupe Le Clan, même si tout le monde croirait ensuite que la promotrice de ce nom avait été Clara. Elle-même n'avait jamais démenti. Peut-être parce que la cellule de base avait été formée par Clara, Elisa et Irvine, auxquels s'étaient joints Ljubia et Fabio. Et parce qu'ensuite, la maison de Fontana, malgré son éloignement du centre, allait devenir le noyau magnétique de la confrérie. Horatio aussi s'était intégré très vite, même si, comme toujours à sa façon, il s'en était rapproché au retour d'un séjour de 2 mois dans un campement agricole où il avait occupé la couchette inférieure d'un lit superposé où personne ne voulait aller, celui que le chef des brigades avait appelé à Irvine. En partie à cause de ses éternelles étourderies de professeur Nimbus en herbe et de ses lectures précoces d'auteurs qui lui avaient chauffé le cerveau, Camus, Ortega, Burroughs et les écrivains de la Beat Generation, Solzhenitsyn, L'Orange mécanique d'Anthony Burgess, livres dont personne ne savait d'où il les sortait. Et dans une large mesure parce que les orientations sexuelles de son camarade lui étaient indifférentes, lui-même n'ayant aucun doute sur les siennes propres. Horatio avait accepté la place dédaignée par les autres. Il avait eu ainsi la possibilité de connaître ce compagnon ouvertement gay, à une époque où personne ne disait gay, mais pédé, tapette, tantouze, tante, tarlouse, pédale, pédoc, lopette, et pour lequel il n'eut pas besoin de ressentir de compassion pour l'accepter. Irvine se révéla si ouvert et accessible que ce fut le début d'une amitié qui allait offrir à Horatio la connexion avec le reste du groupe, même s'il ne s'y intégra pas aussi à fond que les autres, choisissant toujours d'autres territoires pour ses aventures sentimentales, et il en avait eu beaucoup, avec un goût marqué pour des femmes approchant la trentaine, décidées, expérimentées, célibataires, divorcées et même mariées. À la suite d'Horatio était arrivé son copain, Dario, qui était dans la classe supérieure et avait déjà remarqué Clara, même si, avec la timidité qui était la sienne à l'époque, il avait tardé plus d'1 an avant de passer à l'offensive et 1 an de plus pour faire sa conquête. À la différence des autres membres du clan, Horatio excepté, Dario n'appartenait pas à la caste de ceux qui habitaient dans des maisons élégantes et des bons appartements à Colli, Miramar ou dans le Bédado. Certains d'entre eux, Elisa, Ljubia, Bernardo, étaient les rejetons de parents haut placés qui voyageaient à l'étranger et leur ramenaient des vêtements, des chaussures, des lecteurs de cassettes qu'on ne trouvait pas dans le pays. Ils avaient toujours de l'argent pour aller s'acheter le soir des glaces chez Coppelia et même aller goûter au Carmelo ou chez Potine. Dario, non. Dario venait d'un autre monde. Il était né dans un immeuble communautaire du centre de la Havane où il vivait encore avec sa mère qui travaillait comme cuisinière.
Et il allait dans les fêtes avec les mêmes chaussures qu'il mettait pour aller au lycée, mais eunuques chaussures, comme il disait. Dario était un élève brillant et sympathique, et les autres n'attachaient pas beaucoup d'importance au fait qu'il soit d'un milieu économiquement et socialement défavorisé. Mais pour lui, c'était une douleur. Et la façon qu'il avait trouvée de combattre ses manques et ses origines avait été de s'efforcer, depuis l'enfance, d'être toujours le meilleur, et il y était parvenu. Bernardo, quant à lui, arriva quand ils étaient en première, et ce fut un apport particulier d'Elisa. Il était inscrit à l'école supérieure Lénine, où se retrouvaient les lycéens les plus privilégiés de la ville, et ils s'étaient rencontrés pendant les vacances d'été précédentes, au bord de la mer, à Baradero, où leur famille s'était retrouvée à partager une des maisons de luxe réservées aux membres de la nomenclatura. Le père d'Elisa travaillait dans une institution rattachée au ministère des Relations extérieures, et celui de Bernardo était vice-ministre de la Santé et sa mère directrice d'un institut médical. Et Bernardo, qui aspirait à devenir mathématicien spécialisé en informatique, était non seulement intelligent, un élève exceptionnel selon beaucoup, un jeune homme bien dans sa peau, sûr de lui, mais en plus, pour friser la perfection, un très beau garçon, grand, bien nourri, les cheveux cuivrés et des yeux vert sombre qui lui donnaient un air de mystère. Et pour couronner le tout, il était aussi un bon joueur de basket et de volley. Le mec parfait pour quelqu'un comme Elisa. Merci Pierre. Merci. Vous avez donc entendu, grâce à Pierre, le début de Poussière dans le vent, qui est Leonardo Padura, un roman foisonnant qui se passe entre Cuba et les États-Unis et aussi l'Europe, entre les années 1990, les années 2000, les années 2010. Et vous avez entendu la présentation des personnages principaux, un groupe puisque le roman s'articule autour d'un groupe de 8 personnages qui ont formé un groupe appelé Le Clan. Et à travers cette histoire, vous revenez sur ce qui s'est passé à Cuba dans les années 1990 et notamment sur la période de crise économique aiguë pendant laquelle les Cubains ont manqué absolument de tout, de nourriture, d'électricité, de produits de première nécessité. Mais Poussière dans le vent est aussi un grand roman sur l'amitié, sur l'exil, sur la filiation, et il mêle des enjeux intimes et des enjeux politiques. On peut peut-être commencer cette discussion par cette idée de l'amitié. J'ai eu le sentiment, en vous lisant Leonardo Padura, que cette photo autour de laquelle le roman se déploie, vous lui aviez donné vie. Est-ce que vous aviez envie d'écrire d'abord un grand roman sur l'amitié à l'épreuve du temps ? Muy buenas noches, muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias a nuestro amigo, el actor, que ha leído una parte de los textos. Por supuesto, quiero agradecer a Sofía que me acompañe y a Manuela que me ayude en la traducción. Alors bonsoir, tout d'abord merci à tout le monde, merci au comédien qui nous a permis d'écouter quelques pages du livre et merci à Sophie et à Manuela qui m'accompagnent. Esta es una novela en la que yo quería decir muchísimas cosas y creo que dije muchísimas cosas. Celui-ci est un roman dans lequel je voulais dire beaucoup de choses et je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Es una novela que se venía de alguna manera acumulando dentro de mí hasta que llegó el momento del parto. C'est un roman qui quelque part prenait forme en moi jusqu'au moment de l'accouchement. Temas como el exilio, la amistad, la pérdida de ilusiones, los encuentros fortuitos o desafortunados, son historias que me persiguen durante muchos años.
Des sujets tels que l'exil, l'amitié, la perte des illusions, les rencontres, c'est des sujets qui m'ont suivi pendant longtemps. Y hay un asunto central que no solo me persigue, sino que me obsesiona, que ha sido el destino de mi generación en Cuba. Il y a un sujet central qui est carrément une obsession pour moi, c'est le sujet de la destinée de ma génération à Cuba. Creo que de alguna forma toda la literatura que he escrito es de alguna forma contar desde distintas perspectivas el destino de mi generación. Je crois quelque part que toute la littérature que j'ai produite tourne autour de ça, c'est-à-dire le récit de l'histoire de ma génération raconté à partir de différents points de vue. Los que hayan leído mis novelas con el personaje de Mario Conde sabrán que es un personaje muy generacional y que es un personaje que se mueve con un grupo que también es muy generacional. Ceux d'entre vous qui ont lu mes livres avec le protagoniste Mario Conde savent qu'il s'agit d'un personnage très générationnel, entouré d'un groupe de personnages aussi générationnels. En una novela que publiqué hace ya 20 años, Le Palmier et l'Étoile, la novela de mi vida en español, pues también se habla del exilio, pero el destino de mi generación a finales del siglo XX. Dans un roman que j'ai publié il y a 20 ans déjà, pareil, on parle de l'exil et on parle de la destinée de ma génération. Posteriormente, a partir de un episodio de esa novela, escribí para Laurent Cantet el guión de la película Regreso a Ítaca, que él filmó, dirigió y filmó en Cuba. Ensuite, à partir d'un épisode de ce roman, j'ai écrit le scénario d'un film pour Laurent Cantet qui a été tourné ensuite à Cuba. Y todo me iba llevando a escribir esta novela sobre ese momento en el que una generación que había tenido una vida muy homogénea cae en un vacío, y una de las soluciones a ese vacío es la salida de Cuba, es la dispersión, es la diáspora. Alors, donc, tout m'amenait à écrire ce roman qui est l'histoire d'une génération qui avait eu une vie homogène et qu'à un moment donné tombe dans un vide, et la solution pour sortir de ce vide est la dispersion, l'exil, la diaspora. A partir del año 90, en Cuba se comienza a vivir una crisis económica profundísima. À partir de l'année 1990, à Cuba, on commence à vivre une crise économique très très grave. Que develó hasta qué punto la economía cubana era una economía que estaba sostenida desde la Unión Soviética. Une crise qui révéla à quel point l'économie cubaine était jusqu'à ce moment-là soutenue par l'Union soviétique. Desapareció la Unión Soviética y desapareció la economía cubana. Dès que l'Union soviétique disparut, l'économie de Cuba disparut avec. Fueron años en que vivimos con grandes carencias de todo tipo, faltaba todo. C'est des années dans lesquelles tout manquait, on n'avait rien, tout manquait. Y es un momento en el que mucha gente busca una opción desesperada, individual, casi definitiva, que es irse de Cuba, ir a buscar una vida en otro lugar. Et c'est un moment à partir duquel beaucoup de gens ont trouvé une option qui était une option désespérée, individuelle et définitive, qui était celle d'aller chercher une vie meilleure en dehors de Cuba. Los cubanos no inventamos nada con irnos del lugar al que pertenecemos cuando las cosas se ponen malas en el lugar al que pertenecemos. Nous, les Cubains, on n'a rien inventé quand on a décidé de quitter le lieu où on vivait pour aller chercher fortune ailleurs. Évidemment, on ne l'a pas inventé, ça. Eso ha sucedido muchas veces a lo largo de la historia, sigue sucediendo, y a veces en situaciones incluso mucho más dramáticas que la de Cuba. Cela s'est produit plusieurs fois dans l'histoire, ça continue d'ailleurs de se produire, et souvent dans des situations bien plus dramatiques que celles de Cuba. No tengo que hablar aquí del tema de los movimientos migratorios desde África hacia Europa, porque todos lo conocen perfectamente.
Ce n'est pas nécessaire de rappeler ici tous les mouvements migratoires qui vont de l'Afrique vers l'Europe parce que tout le monde les connaît. Pero siempre hay que recordar esa frase de un libro que está citado en la novela, que es La insoportable levedad del ser de Kundera. Mais il convient de rappeler une phrase qui est citée dans un livre qu'on cite dans mon roman de Kundera. En el que él dice, nadie se va del sitio en que es feliz. Une phrase dans laquelle il dit, personne ne quitte un endroit où il est heureux. La pérdida de la posibilidad de la felicidad impulsó a mucha gente a salir de Cuba. La perte de la possibilité du bonheur, c'est quelque chose qui a poussé beaucoup de personnes à quitter Cuba. Y otras personas, pues, como es mi caso, hemos decidido seguir viviendo en Cuba. Alors que d'autres, et c'est mon cas, ont décidé de rester vivre à Cuba. Viviendo en Cuba a veces con muchas dificultades de las que no podemos escapar prácticamente ningún cubano normal. En vivant, bien sûr, parmi beaucoup de difficultés desquelles aucun Cubain ne peut s'échapper. Y esto hace que el tema de por qué alguien se va y por qué alguien se queda se convierta en un tema conflictivo dentro de esta novela. Et c'est la raison pour laquelle le sujet de cette double option, pourquoi certains s'en vont alors que d'autres restent, est un sujet conflictuel dans le livre. Pero creo que uno de los personajes de la novela que ya les fue presentado, el personaje de Clara, da la respuesta más contundente, más efectiva a esa disyuntiva, irse o quedarse. Mais je crois que l'un des personnages qui vous a été présenté, Clara, répond de la manière la plus efficace possible à cette option à cette double possibilité, rester ou partir. Clara dice, todas las razones para irse de Cuba son válidas. Clara dit, toutes les raisons pour quitter Cuba sont valables. Todas las razones para quedarse en Cuba también son válidas. Et toutes les raisons pour rester sont également valables. Lo importante es que respetemos una y respetemos otras. Ce qui compte, c'est qu'on respecte les uns et les autres. Mais cette génération, Leonardo Padura, votre génération, vous choisissez de l'observer à travers les yeux de la génération de leurs enfants. Puisqu'on l'a entendu, le roman commence à Miami dans les années 2000, où se rencontrent Adela et Marcos. Alors c'est très intéressant du point de vue de l'exil, puisque Adela est la fille d'une mère qui lui a absolument tout caché de son passé cubain, et au contraire, son petit ami Marcos est un immigré récent. Alors cette confrontation est vraiment intéressante, et ça donne un regard extérieur sur cette génération qui est la vôtre. Sí, aquí en esta novela, como tiene un recorrido de casi 20 años de historia reciente. Oui, effectivement, dans ce roman avec lequel il y a un parcours d'une histoire de 20 années d'histoire récente, aparecen dos generaciones de cubanos que se quedan o se van. Donc on retrouve deux générations de Cubains qui restent ou qui partent. Y cuando lean la novela verán que las motivaciones de una y otra generación cambian. Et en lisant le roman, vous verrez que les motivations, les raisons d'une génération et de l'autre changent, sont différentes. Las actitudes ante el exilio de una y otra generación son diferentes. L'attitude, la vision de l'exil d'une génération et de l'autre sont différentes. En el caso de este personaje de Marcos, es muy importante la manera en que él sale de Cuba y en la manera en que trata de adaptarse a su nueva vida fuera de Cuba. En ce qui concerne le personnage de Marcos, ce qui est important, c'est la manière dont il quitte Cuba et la manière dont il essaye de s'adapter à sa nouvelle vie en dehors de Cuba. Él se va de Cuba
porque ya no podía seguir viviendo en Cuba. Il quitte Cuba parce qu'il ne pouvait plus continuer à vivre à Cuba. Pero no por las razones políticas que tal vez se puedan pensar, sino porque trabajaba en un lugar en el que robaban tanto que si no se iba de Cuba terminaba en la cárcel. Et non pas pour les raisons politiques qu'on pourrait imaginer ou soupçonner, mais tout simplement parce qu'il travaillait à un endroit où il y avait une telle corruption, on volait tellement qu'il aurait pu finir en prison. Lo curioso es que este personaje nunca se considera un ladrón, no se considera un delincuente, se considera alguien que en términos cubanos resolvía. La chose drôle, c'est que ce personnage ne se considère à aucun moment comme un voleur, comme un délinquant, mais comme, pour le dire en termes cubains, comme quelqu'un qui résout les choses, qui trouve des solutions. Y cuando llega a un nuevo mundo geográfico, cultural, político en los Estados Unidos, pues en lugar de tratar de adaptarse a ese mundo, lo que trata es de adaptar ese mundo a sus códigos. Et quand il arrive dans ce nouveau monde différent du point de vue évidemment géographique, culturel, politique, les États-Unis, il n'essaye pas vraiment de s'adapter à ce nouveau monde, mais il essaye d'adapter ce monde à ses codes cubains. Y eso es posible porque existe en el condado de Miami-Dade, en el sur de la Florida, una ciudad que se llama Hialeah. Et cela est possible parce qu'il existe dans la région de Miami une ville qui s'appelle Hialeah. Hialeah es territorio conquistado por los cubanos en tierras del imperio. Hialeah est une espèce de territoire conquis par les Cubains dans la terre del imperio. de l'Empire. En Hialeah se habla en cubano, se come en cubano, la gente vive en cubano. À Hialeah, on parle cubain, on mange cubain, les gens vivent à la cubaine. Les voy a contar, no tiene que ver con la novela, pero para que tengan una idea de cómo pueden funcionar las cosas en Hialeah. Je vais vous raconter quelque chose qui n'a pas forcément de lien direct avec le roman, mais pour que vous voyez comment ça se passe en Hialeah. Una de las muchas personas que entrevisté, con las que hablé para entender la lógica de este lugar tan peculiar, Une des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, de parler pour comprendre la logique de cet endroit si particulier, es un lugar donde el 97% de la población habla español. c'est un endroit d'ailleurs où le 97% de la population parle espagnol. Y los pocos norteamericanos anglos que quedaban han ido huyendo espantados de esa invasión que les ha llegado. Et les quelques Américains qui restaient au fur et à mesure quittaient l'endroit épouvantés par cette invasion. Pues me contaba un médico cubano, oncólogo, que trabaja en el Hospital General de Hialeah. Et donc un médecin cubain, oncologue, qui travaille à l'hôpital de Hialeah, me racontait que Le pasó algo que le ha pasado en varias ocasiones. qu'il lui arrivait quelque chose, d'ailleurs, qui lui arrivait plusieurs fois. Tenía un paciente cubano al que se le había diagnosticado un cáncer. Il avait un patient cubain auquel on avait fait un diagnostic de cancer. Y él le estaba indicando los tratamientos que se iban a seguir, no sé, quimioterapia, en fin, un tratamiento para combatir el cáncer. Et lui, il était en train de lui expliquer les soins, les protocoles de soins, voilà, qui allaient être mis en place pour combattre le cancer du patient en question. Y el paciente le dijo, doctor, antes de aplicar el tratamiento, yo quisiera que usted me permitiera hacer algo. Et le patient lui a répondu, docteur, si ça ne vous dérange pas, avant de commencer les soins, je voudrais que vous me permettiez de faire quelque chose. Y es que me deje llamar por teléfono a mi padrino de santería en Cuba para consultarle cuál es ese tratamiento. J'aimerais bien pouvoir appeler au téléphone mon parrain de santería à Cuba pour pouvoir avoir son avis sur les soins que vous proposez. Es decir, que este hombre seguía pensando exactamente como si no se hubiera movido de Cuba. C'est-à-dire que cet homme était en train de réfléchir comme s'il n'avait jamais quitté Cuba. Y eso es muy frecuente y es una actitud cultural
de una enorme capacidad de resistencia. Et ça est très fréquent et c'est une attitude qui montre, culturelle, qui montre une énorme capacité de résistance. Sin embargo, hay otros personajes como es el propio hermano de Marcos, Ramsés, que termina viviendo aquí en Francia, en Toulouse. En revanche, il y a d'autres personnages comme le frère, par exemple, de Marcos, Ramsès, qui finit à vivre en France. Que tiene una capacidad de adaptación al medio mucho mayor, porque también el medio lo obliga a adaptarse. Qui a une capacité d'adaptation supérieure aussi parce que le milieu l'oblige à s'adapter. Yo traté con estos personajes de ver las distintas actitudes que tenían los cubanos hacia su pertenencia, hacia su pasado. Donc ce que j'ai voulu faire avec ces personnages, c'était de voir leurs différentes attitudes face à leur appartenance à la cubanité. Y sobre todo también qué actitudes podían tener hacia su futuro. Et surtout aussi quelle attitude ils pouvaient avoir par rapport à leur futur. Y verán en la novela que hay un arco de posibilidades, de actitudes que recorren distintas posiciones según los personajes. Et vous verrez en lisant le livre qu'il y a toute une fourchette de possibilités qui sont différentes justement en fonction des personnages. Et la position la plus extrême est celle que choisit Elisa, qui est l'un des personnages très, très importants, puisque au fond, c'est une sorte de politique de la table rase. Enfin, elle coupe absolument tout avec Cuba et surtout ne transmet pas la cubanité à sa fille, qui va devoir l'apprendre par elle-même. Elisa es un personaje muy peculiar. Elisa es un personaje problemático en cualquier circunstancia. Elisa est un personnage très particulier et problématique même en toutes circonstances. Elisa renuncia a todo su pasado cubano y educa a su hija o trata de educar a su hija como una neoyorquina. Elisa renonce à tout son passé cubain et elle éduque ou elle essaye d'éduquer sa fille à être une New-Yorkaise. Y el primer castigo que recibe por eso es que su hija neoyorquina quiere educarse como cubana y se acerca a los cubanos que viven en Nueva York y come frijoles negros y baila salsa y canta música cubana. Et le premier châtiment qu'elle reçoit pour ça, c'est le fait que sa fille, au contraire, qui est de New York, essaye de se rapprocher le plus possible de la cubanité à New York. Donc elle danse la salsa, elle écoute la musique cubaine, elle mange comme les Cubains. Pero cuando lean la novela van a ir descubriendo las razones por qué Elisa es ese personaje tan radical que quiere cortar con el pasado. Mais en lisant le roman, vous découvrirez pourquoi Elisa a ce désir, ce besoin de couper de manière tellement radicale avec son passé. Porque además Elisa es un personaje que se construye una vida de mentira y vive en la mentira. Parce qu'en plus, il s'agit d'un personnage qui se construit une vie de mensonge et qui vit dans le mensonge. Sophie, incluso para mí como autor, hay veces que no sé cuándo Elisa está diciendo la verdad o no. Figure-toi, Sophie, que même moi, en tant qu'auteur, il y a des fois où je ne sais pas si Elisa est en train de dire la vérité ou en train de mentir. Porque lo que comienza siendo una actitud defensiva se convierte en un rasgo psicológico del personaje. Parce que ce qui au début est une attitude comme ça à la défensive finit par être un trait de caractère qui rend typique le personnage. Y hay otro personaje que es muy interesante en su proceso de distanciamiento de Cuba. Il y a un autre personnage qui est aussi intéressant dans son processus d'éloignement par rapport à Cuba. Es el médico neurocirujano Darío, que obtiene una beca en Barcelona, se va a estudiar a Barcelona y se queda viviendo en Barcelona. C'est le médecin, le neurochirurgien Darío, qui obtient une bourse pour aller étudier à Barcelone et qui finit par rester à Barcelone. Y este personaje se trata de convertir en el más catalán de los catalanes. Et ce personnage, il essaye de devenir plus catalan que les Catalans. Y puede parecer a veces hasta ridículo la actitud de Darío. Et son attitude, l'attitude de Darío peut paraître parfois même ridicule. Porque los verdaderos catalanes no se creen que este cubano que llegó hace 4 años
es más catalán que ellos, por supuesto. Parce que les vrais Catalans, bien sûr, ils n'y croient pas 3 secondes au fait que ce Cubain qui vit à Barcelone depuis 4 ans est plus catalan qu'eux. Pero cuando entendemos de qué está huyendo Darío, comprendemos por qué quiere alejarse lo más posible de lo que fue. Mais quand on découvre de quoi Darío est en train de s'échapper, alors on comprend pourquoi il a ce besoin justement de mettre de la distance. Creo que cada persona tiene razones para pertenecer o para alejarse. Je crois que chaque personne a des raisons pour sentir un sentiment d'appartenance ou pour s'éloigner. Y mi experiencia preparando esta novela me dice que hay tantas actitudes como personas existen. Et mon expérience, l'expérience que j'ai eue en préparant ce roman, m'a dit qu'il y a autant d'attitudes possibles vis-à-vis de cette question que de personnes. Il y a beaucoup d'énigmes dans ce roman, Leonardo Padura. Alors, il y a 2 énigmes principales, qui est celle autour de la paternité de Adela, donc la fille d'Elisa, et puis une autre énigme autour de la mort du personnage de méchant, au fond, hein, qui est Walter, un peintre dont on ne sait pas bien s'il s'est suicidé, s'il a été tué. Comment avez-vous construit ce roman? Je trouve que la construction est vraiment très brillante. Vous arrivez à tenir le lecteur en haleine comme le ferait un auteur de roman policier. Comment avez-vous travaillé la structure de ce roman? La estructura de esta novela es muy complicada y me costó, fue un ejercicio de gran concentración poder construirla. La structure de ce roman est très complexe et ça a été un exercice de concentration important pour moi, justement, de pouvoir travailler dessus. Como ustedes oyeron, la historia empieza en el 2016 contándose la vida en Miami de Marcos y Adela. Comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le roman commence en 2016 avec le récit de la vie à Miami de Marcos et Adela. Y ahí se produce un acontecimiento que va a cambiar el rumbo de ese desarrollo que veníamos siguiendo. Et là, il y a un événement qui se produit et qui change la direction de ce récit qu'on était en train de suivre. Y eso nos lleva entonces a dar un salto al pasado. Et cela nous amène à faire un saut dans le passé. Yo tenía, al comenzar a escribir la novela, bastante claros estos 2 primeros capítulos. Alors, quand j'ai commencé à écrire ce roman, pour moi, c'était plutôt clair ce que je voulais faire avec les 2 premiers chapitres. Y cuando terminé de escribirlo, lo que me pasó fue que me asomé al vacío. Et quand j'ai fini d'écrire ces 2 chapitres, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai regardé dans le vide. Y empecé a concebir capítulo a capítulo lo que va pasando hasta el final de la novela. Son 10 capítulos. Et j'ai commencé à concevoir le roman chapitre par chapitre jusqu'à arriver au 10e chapitre. Le dedicaba un capítulo más a un personaje, otros personajes eran secundarios, otros no aparecían. El capítulo siguiente cambiaba los personajes. Je consacrais un chapitre à un personnage alors que d'autres apparaissaient à peine et d'autres n'apparaissaient pas du tout. Et puis je changeais pour le chapitre suivant. Y mientras la historia avanzaba en un sentido progresivo, et au fur et à mesure que l'histoire avançait, también avanzaba en un sentido regresivo para poder entender por qué se llegaba a esos puntos. Donc au fur et à mesure qu'elle avançait vers l'avant, elle avançait aussi vers l'arrière pour pouvoir comprendre pourquoi certaines choses du présent, comment elles s'expliquaient par rapport au passé. Era como levantar una habitación y decir, bueno, voy a poner aquí 5 ladrillos y vengo, y en vez de seguir con esa pared, vengo aquí y pongo 20 ladrillos. C'est comme construire une maison et commencer à construire un mur et puis se dire, oh, mais plutôt que de continuer de ce côté-là, je vais faire la paroi d'en face. Y entonces después venía a la pared del fondo y ponía 4. Et ensuite, voilà, j'allais vers la paroi du fond et j'avançais avec celle-là. Hasta que todo eso se fue levantando y fue cogiendo la forma definitiva. Jusqu'à ce que tout cela prenne sa forme définitive. Eso implicaba un esfuerzo de concentración muy grande porque eran muchos personajes a través de mucho tiempo histórico.
Cela demandait évidemment un effort de concentration important parce qu'il y a beaucoup de personnages et sur un temps long. Voilà. 25 años y alrededor de 12 personajes, algunos más protagónicos, pero 12 personajes importantes. Donc sur une période de 25 années, 12 personnages, certains plus importants que d'autres, mais quand même 12 personnages. Y en medio de eso, cuestiones que saben unos y otros no saben. Et au milieu de tout ça, des choses que certains personnages savent et que d'autres ne savent pas. Y cuestiones que unos cuentan de una manera y otros cuentan de otra, y no se sabe cuál es el que dice la verdad o el que dice la mentira. Et des questions que certains personnages racontent d'une certaine manière et d'autres d'une autre manière, sans qu'on sache lequel dit la vérité, lequel est en train de mentir. Les aseguro que los va a obligar, a los que quieran leer la novela, los va a obligar a una lectura activa del texto. Je vous assure, pour ceux d'entre vous qui voudront lire le roman, que ça va vous obliger à une lecture active. No porque haya una hija que no se sabe quién es el padre, no se imaginen una telenovela brasileña. C'est pas parce qu'il y a une fille dont on ne connaît pas l'identité du père que vous pouvez imaginer un feuilleton brésilien. Es un ejercicio que les va, como mismo me exigió a mí una gran concentración, a los lectores les va a exigir una concentración. Tout comme moi, pour l'écrire, j'ai eu besoin d'une grande concentration. Vous aussi, en tant que lecteur, vous aurez besoin de la même concentration. Y eso es algo que a mí me satisface mucho. Et ça, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de satisfaction. Yo creo que los lectores son inteligentes. Moi, je crois que les lecteurs sont intelligents. Y si yo puedo hacerlos probar su inteligencia, pues estamos desarrollando las neuronas de los lectores. Et si je peux prouver votre intelligence, on est en train de développer les neurones des lecteurs. Y bueno, hay cosas que se saben y cosas que al final de la novela uno no está seguro si la sabe o no. Así que se los digo desde ahora. Bon, il y a des choses qu'on sait, qu'on comprend, et puis d'autres que même à la fin du roman, on n'aura toujours pas compris. Donc voilà, vous êtes prévenus. On a entendu tout à l'heure dans la lecture de Pierre une référence au roman de George Orwell 1984, qui est pour vos personnages une sorte de point de bascule, qui est au fond le début peut-être du désenchantement. Est-ce que ce roman a été important pour vous comme prise de conscience politique ? Hay dos libros que se mencionan mucho a lo largo de la novela. Uno es 1984 de Orwell. Il y a deux livres qui sont cités à plusieurs reprises dans le roman. Un des deux est 1984 de Orwell. Y el otro es La insoportable levedad del ser de Kundera. Et l'autre, c'est L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Y no por gusto escogí esos dos libros, como se podrán imaginar. Et vous pouvez imaginer que je n'ai pas choisi ces deux livres au hasard. Son libros que hablan sobre sociedades en las que hay un gran control. Dans les deux cas, c'est deux livres qui parlent de sociétés où il y a un grand contrôle. El control del socialismo real en la novela de Kundera y el control de esta sociedad distópica de Orwell. Dans le roman de Kundera, le contrôle du socialisme réel et un contrôle dystopique dans l'autre roman. Esas dos novelas fueron en la lectura que yo hice en su momento, dos novelas reveladoras y conmovedoras. Alors, quand j'ai lu ces deux livres, pour moi, ça a été des lectures qui ont été une révélation en même temps et des lectures très émouvantes aussi. De más está decir que no estaban publicadas en Cuba, eran ediciones que conseguíamos en alguna parte de alguna manera. Par ailleurs, c'est des livres qui n'étaient pas publiés à Cuba et qu'on arrivait à obtenir d'une manière ou de l'autre. Y son dos libros que me han acompañado a lo largo de los años y de los que en cada lectura que hago voy descubriendo nuevas maneras de interpretarlo. C'est des livres qui m'ont accompagné au fil des années et à chaque fois que je les relis, je découvre de nouvelles manières de les interpréter. Y están ahí
para establecer un contexto universal de la sociedad del control. Et ils sont là pour établir un contexte universel de la société du contrôle. En mi novela hay personajes que tienen miedo, Dans mon roman, il y a des personnages qui ont peur, hay personajes que no se sabe si son delatores, si son de la policía secreta, des personnages dont on ne sait pas s'ils appartiennent à la police secrète, hay personajes con los que uno tiene poca confianza de hablar determinadas cosas, des personnages envers lesquels on est un peu méfiant quand on veut parler de certains sujets. de cierta forma es como esa pantalla de televisión que está en todas partes en 1984. C'est un peu comme cet écran de télé qui est partout en 1984. Así que ese libro no está ahí por casualidad, está con toda intención. Donc ce livre, effectivement, n'est pas là par hasard, mais c'est bien le fruit d'un choix. Mais on a le sentiment qu'il y a un paradoxe aujourd'hui. Les Cubains qui ont vécu cette surveillance, aujourd'hui, se jettent dans les bras des réseaux sociaux pour communiquer avec l'extérieur. Et on sait que ces réseaux sociaux, c'est aussi la surveillance. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe ? El tema de las redes sociales tiene infinitas lecturas. Alors, le sujet des réseaux sociaux a des lectures infinies. Y les va a hablar del tema un analfabeto en redes sociales. Et celui qui vous parle de ça en ce moment, c'est un analphabète complet des réseaux sociaux. Yo no tengo Facebook, no sé qué cosa es Twitter, no tengo Instagram, no tengo nada de eso. Moi, je n'ai pas Facebook, je ne sais même pas ce que c'est que Twitter, je n'ai pas Instagram, je n'ai rien de tout ça. Y les aseguro que no me he muerto, no soy un fantasma, estoy vivo y no tengo nada con las redes sociales. Et je peux vous garantir que je suis Se pas puede mort, vivir sin redes sociales. je suis pas un fantôme, on peut vivre sans réseaux sociaux. El problema ha sido que las redes sociales Internet y las redes sociales han servido para que la información y la comunicación escape de determinados controles. Alors, Internet et les réseaux sociaux ont fait que l'information et la communication puissent échapper à un certain type de contrôle. Porque sabemos que en este mundo de las redes sociales, con lo que se llama los algoritmos, de alguna manera nos controlan. Las grandes empresas de comunicación y de estas plataformas nos controlan. Parce qu'on sait bien que sur les réseaux sociaux, avec ce qu'on appelle les algorithmes, on est bien sûr contrôlé, surveillé par les entreprises et les plateformes qui gèrent ça. Y en el caso de la sociedad cubana hay algo que creo que es muy importante destacar. Et en ce qui concerne la société cubaine, il y a quelque chose qui me paraît important à souligner. Durante muchos años se ha visto a Cuba como un país inmovilizado. Longtemps, pendant de longues années, on a vu Cuba comme un pays immobile. Porque el sistema político-económico es el mismo, con algunas variaciones, pero es el mismo. Parce que le système politique et économique est le même, avec des petites variations, mais en gros, c'est le même. Pero les puedo garantizar que la sociedad cubana del año 90 hacia acá ha cambiado muchísimo. Par contre, je peux vous garantir que la société cubaine, depuis les années 90 et jusqu'à maintenant, a énormément changé. Y en los últimos 10-15 años, con un acceso limitado, un acceso un poquito más abierto, un acceso un poquito mayor a Internet y las redes sociales, pues ha cambiado muchísimo más. Et dans les 10-15 dernières années, avec un accès au début limité, puis un peu plus ouvert au fur et à mesure, avec Internet justement et les réseaux sociaux, le changement a été énorme. Durante mucho tiempo el gobierno cubano mantuvo un control férreo de la Internet.
Longtemps, le gouvernement cubain a gardé un contrôle strict sur l'Internet. Pero eso era imposible de sostener porque no es posible intentar el desarrollo de una sociedad si no se entra en el mundo digital. Mais cela était impossible, ça ne pouvait pas continuer comme ça parce qu'il est impossible d'essayer le développement d'un pays, d'une société sans accéder au développement digital. Y eso ha permitido que circule información, que las personas se comuniquen, que haya más conocimiento del mundo en que vivimos. Et cela a permis que l'information circule plus, qu'il y ait plus de communication entre les gens et plus de connaissances sur le monde dans lequel on vit. Y ha permitido que la gente empiece a pensar de una manera diferente. Et cela a permis que les gens commencent à penser d'une manière différente. En muchos sentidos, En plusieurs sens. incluido el sentido político. En plusieurs sens, même au sens politique. Creo que ningún instrumento es malo en sí mismo. Je crois qu'aucun outil est mauvais en soi. Bueno, creo que sí, que hay algunos que son malos. Un fusil o una pistola son malos. Bon, en fin de compte, Es que estaba pensando en un cuchillo. peut-être que oui, finalement, si on pense à un revolver, voilà, mais au début, je pensais à un couteau. Estaba pensando en un cuchillo. Un cuchillo nos es útil para cortar el pan, pero puede ser también el arma con que matas a una persona. Un couteau, voilà, il est utile pour couper du pain, et puis ça peut être l'arme aussi pour tuer quelqu'un. Depende de cómo lo uses, es útil o es un arma agresiva. En fonction de comment on l'utilise, ça peut être utile ou alors ça peut être une arme. Creo que con las redes sociales y con Internet ocurre lo mismo. Et je crois qu'avec les réseaux sociaux et avec Internet, c'est la même chose. A mí lo que más me preocupa es cómo se desarrollan campañas de odio, se transmiten informaciones falsas, se acusa sin pruebas a personas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est les campagnes de haine, la manière de circulation d'informations fausses, de fake news, la manière facile d'accuser les autres sans preuve. Lo que antes ocurría en una esquina, en un bar, ahora se pone en las redes sociales. Y dices que la vecina, bueno, dices cualquier disparate. Ce qui avant pouvait se passer dans un coin de rue ou dans un bar, maintenant ça se passe sur les réseaux sociaux où tu peux dire tout et n'importe quoi. Y especialmente en mi caso, que no conozco mucho, dije soy un analfabeto en el tema. Et particulièrement dans mon cas, je vous le disais, je connais rien au sujet, je suis analphabète dans ce sens-là. Lo que más me molesta es ver los seudónimos que tanta gente utiliza en las redes sociales. Ce qui me dérange le plus, c'est de voir les pseudonymes que beaucoup de gens utilisent sur les réseaux sociaux. Eso me parece que es una falta de ética muy grave y bueno, pero tenemos que también convivir con esa falta de ética. Ça me paraît un problème éthique, un manque d'éthique très grave avec lequel de toute manière on doit cohabiter. On a vu cet été, au mois de juillet, des images de manifestations à Cuba. On a entendu des gens qui réclament de la nourriture, qui réclament plus de liberté. Est-ce qu'on peut comparer la situation actuelle à ce qui s'est passé dans les années 1990 ? No, creo que es diferente de lo que ocurrió en los años 90. Non, je crois que c'est différent de ce qui s'est passé dans les années 90. En los años 90 fue una explosión puntual en un lugar muy delimitado de la ciudad de La Habana. Ce qui s'est passé dans les années 90, c'était quelque chose de ponctuel, à un endroit très limité, spécifique de la ville de La Habana. Y por un motivo muy específico, la gente pensaban que iban a venir barcos de Miami para sacarlos de Cuba. Et en plus, pour une raison très spécifique, c'est-à-dire les gens croyaient que des bateaux arriveraient de Miami pour les sortir de l'île.
El punto de contacto entre eso que ocurrió en los años 90 y lo que acaba de ocurrir en el mes de julio es la desesperación. Par contre, le point de contact, la chose qui ressemble par rapport à ce qui se passait aux années 90 et maintenant au mois de juillet, c'est le désespoir. La situación económica, social, monetaria, epidemiológica de Cuba se ha ido complicando durante estos meses. La situation économique, sociale, liée à la monnaie, à tout, à la situation générale de Cuba, est empirée ces derniers mois. Y ese día se produjo lo que yo llamé un alarido, un grito de desesperación de muchas personas en distintas partes del país. Et ce qui s'est passé à ce moment-là de juillet est ce que moi j'ai appelé un cri de désespoir de beaucoup de personnes à 2 points, à des endroits différents du pays. Con algunos detalles muy curiosos. Avec certaines choses assez particulières. Uno es que no había un liderazgo que organizara esas manifestaciones que se produjeron espontáneamente en distintas partes. La première chose, c'est qu'il n'y avait pas de leader pour organiser ces manifestations qui, au contraire, se sont organisées et produites spontanément à des endroits différents. Y la segunda es que en esa sociedad del control con la pantalla del televisor, las autoridades cubanas quedaran sorprendidas por esas manifestaciones. Et la deuxième chose, c'est que dans une société du contrôle, les autorités cubaines soient surprises par ces manifestations. Y les aseguro que en Cuba, cuando quieren saber algo, lo saben. Et je vous garantis qu'à Cuba, quand ils veulent savoir quelque chose, ils le savent. Y este movimiento de desesperación ocurrieron cosas que son muy significativas. Et pendant ce mouvement de désespoir, il s'est passé des choses qui sont très importantes et significatives. Hubo mucha gente que pidió comida, que decían que tenían hambre, gentes que incluso invadieron mercados donde se venden productos. Il y a eu beaucoup de monde qui réclamait de la nourriture, qui disait qu'ils avaient faim, d'autres qui ont carrément envahi des marchés où la nourriture était vendue. Pero creo que lo más notable y a lo que más hay que atender es que hubo personas que gritaron pidiendo libertad. Mais je crois que la chose la plus remarquable et qu'il faut regarder avec le plus d'attention, c'est qu'il y a eu des gens qui demandaient la liberté. Y eso es algo muy serio, es mucho más serio que el pan. Et ça, c'est quelque chose de sérieux, beaucoup plus sérieux que le pain. Y yo creo que las autoridades cubanas tienen que intentar encontrar una solución para ese nivel de desesperación y para ese grito de libertad. Et je crois que les autorités cubaines doivent essayer de trouver une solution pour ce cri de désespoir et cette demande. Est-ce que vous, en tant qu'écrivain, vous êtes surveillé ou est-ce qu'on vous laisse tranquille? Supongo que de vez en cuando salgo en la pantalla del televisor. J'imagine que de temps en temps, je dois apparaître à l'écran de télé. En realidad, debo ser absolutamente sincero, en realidad, yo no me siento perseguido en Cuba. Je dois être tout à fait sincère. Moi, je ne me sens pas persécuté à Cuba. Aunque soy censurado y limitado. Même si je suis censuré et limité. Digo censurado y limitado porque son dos categorías distintas de censura. Son dos categorías de censura. Je dis censuré et limité parce que c'est comme 2 catégories de niveaux différents de censure. Por ejemplo, en el año 2014-2015, la película Regreso a Ítaca, de la que yo escribí el guión para Laurent Cantet, fue censurada de un festival de cine de La Habana. Par exemple, en 2014-2015, le film Retour à Ítaca de Laurent Cantet, dont j'avais écrit le scénario, a été censuré lors d'un festival de cinéma à La Havane. Y en el año 2015 yo gano el premio Princesa de Asturias de las Letras, un premio importante para la cultura cubana, y se mencionó casi por equivocación en el noticiero de televisión del mediodía y no se volvió a hablar
de ese premio en Cuba, nunca más. Un autre exemple, en 2015, j'ai reçu le prix Princesse des Asturies de littérature, qui est un prix très important, aussi connu évidemment à Cuba. Et cette info est passée vite fait, presque par erreur, aux infos de midi, et jamais plus on en a parlé. Hace como 4 o 5 años, en una ciudad cercana de La Habana, que se llama Matanzas, me daban el premio de la ciudad, el premio de honor de la ciudad. Il y a 4 ou 5 ans, dans une ville près de La Havane qui s'appelle Matanzas, j'étais censée recevoir le prix de la ville. Y una periodista joven se acercó a mi esposa Lucía y le dijo: Lucía, tengo que decírtelo porque me muero de vergüenza. Et une journaliste jeune s'est approchée de ma femme, Lucia, et lui a dit: Lucia, il faut que je te le dise parce que je meurs de honte. Tengo que publicar que se ha dado el premio de la ciudad de Matanzas, pero no puedo mencionar el nombre de quien lo recibió, de Padura. Je suis censée publier un article en disant que le prix de Matanzas a été attribué, mais je ne peux pas citer le nom de celui qui l'a gagné, de Padura. Pero a la vez debo decir que tengo el Premio Nacional de Literatura de Cuba. Et en même temps, je dois dire que j'ai le prix national de littérature de Cuba. Que prácticamente todos mis libros, incluido El hombre que amaba a los perros, se ha publicado en Cuba. Et que pratiquement tous mes livres, y compris L'homme qui aimait les chiens, a été publié à Cuba. Que he obtenido 8 veces el premio de la crítica al mejor libro del año. J'ai reçu 8 fois le prix de la critique comme meilleur livre de l'année. Y hace unos meses me entregaron la medalla Alejo Carpentier por la obra de la vida. Et il y a quelques mois, on m'a attribué le prix Alejo Carpentier pour l'œuvre de la vie. No sé, en última instancia, cuál es la lógica que está detrás de todo ese retrato difícil de... Es como un rostro de Picasso que tiene como 3 perfiles. En fin de compte, j'arrive pas trop à voir la logique qu'il y a derrière tout ça. C'est un peu comme un tableau de Picasso avec différentes perspectives. Y lo más simpático es que cuando esta medalla que me dieron era un acto en el que la recibían otras personas y salió en la televisión. La chose drôle, c'est que lors de l'attribution de cette médaille qu'on vient de me donner, il y avait d'autres personnes qui la recevaient aussi et l'info est passée à la télé. Se vio a casi todos los que recibían la medalla y yo nunca aparecí. Et on a vu défiler presque tous ceux qui recevaient la médaille et moi, j'apparaissais pas. Et ce qui vous permet d'aller et venir librement entre l'Europe et Cuba, entre l'Amérique et Cuba, c'est le fait que vous avez la citoyenneté espagnole? No, me ayuda mucho poder viajar a Europa y más en estos momentos la ciudadanía española. Cela m'aide beaucoup, effectivement, et notamment en ce moment, d'avoir la citoyenneté espagnole. Si ahora yo tuviera que pedir un visado español para venir, una visa Schengen, para venir a España y venir a Europa, posiblemente no me lo concedieran. Très probablement, si je devais demander en ce moment un visa espagnol pour voyager, très probablement, je ne l'obtiendrais pas. Por causa de las restricciones de la pandemia, no por otro motivo que las restricciones de la pandemia. À cause des limitations liées à la pandémie, évidemment. Pas pour d'autres raisons. Prácticamente los consulados europeos y latinoamericanos en Cuba están cerrados. Les consulats européens et latino-américains à Cuba sont fermés pratiquement. Entonces somos, mi esposo y yo, muy privilegiados de que podemos viajar gracias a que tenemos un pasaporte europeo. Et donc ma femme et moi, on a le privilège de pouvoir voyager parce que justement on a un passeport européen. Y esperamos ser un poco más privilegiados la semana que viene cuando tengamos además un pasaporte sanitario. Et on espère avoir encore plus de privilèges à partir de la semaine prochaine, quand normalement on aura un pass sanitaire. Je voudrais qu'on termine, Leonardo Padura, sur le sens de ce titre, Poussière dans le vent, qui est un hommage au groupe Kansas. C'est une chanson que vous écoutiez dans les années 1990 ? No, esta es una canción de los años 70 del grupo Kansas. Alors non, ça en fait c'est une chanson des années 70 du groupe Kansas. Que era
junto con Blood, Sweat and Tears, Chicago, Creedence, los grupos que oíamos en aquellos años. Qu'avec d'autres, Chicago et d'autres, c'était les groupes qu'on écoutait à cette époque-là. Mi generación, en general, ha sido una generación muy privilegiada. Ma génération, en général, a été une génération très privilégiée. Cuando empezamos a leer con conciencia de lectores, en el mundo latinoamericano se estaba produciendo la mejor novela que se había producido en toda la historia de la literatura latinoamericana. À l'époque où nous avons été assez adultes pour commencer à lire, l'Amérique latine était en train de produire la meilleure littérature qu'elle avait produite de tous les temps. Yo soy un escritor que aprendí a escribir leyendo a Cortázar, a Vargas Llosa, a García Márquez, a Juan Rulfo, a Guillermo Cabrera Infante. Moi, je suis un écrivain qui a appris à écrire en lisant Cortázar, Vargas Llosa, Márquez, Rulfo, García Márquez, Fernando del Paso, en fin, grandísimos escritores. Y nuestra educación sentimental, otro privilegio, fue con esa gran música de los años 60 y 70. Et notre éducation sentimentale, donc ce qui est un autre grand privilège, s'est faite avec cette musique des années 60 et 70. Era la música de Beatles, de todos estos grupos, y después llega la mejor salsa que se ha hecho en la historia, la salsa de Willy Colón y Rubén Blades. Donc les Beatles d'abord, d'autres groupes, et ensuite il y a eu la meilleure salsa qui a été faite dans l'histoire, celle de Willy Colón y Rubén Blades. Pero además, en el cine veíamos a Visconti, a Fellini, a Kurosawa, a Truffaut. Et en plus, au cinéma, on regardait Visconti, Fellini, Truffaut. Ettore Scola, Baida, bueno, en fin, que crecimos en un momento cultural de los más generosos que ha tenido la historia del arte. Enfin bref, on a grandi dans un moment culturel qui a été parmi les plus généreux pour l'art. Pero este no iba a ser el título de la novela. Mais c'est vrai que celui-là n'allait pas être le titre du roman. Yo trabajé meses con el título de El clan disperso. Moi, j'ai travaillé pendant des mois en ayant en tête le titre de Le clan dispersé, que es el título de una novela que dijo que iba a escribir Alejo Carpentier y nunca escribió. ce qui est le titre d'un roman que Alejo Carpentier avait dit qu'il écrirait et puis qu'il a jamais écrit. Pero cuando los directivos de la Fundación Alejo Carpentier, yo dije en algunas entrevistas que estaba escribiendo una novela que se iba a llamar El clan disperso. Mais ensuite, quand certains dirigeants de la Fondation Alejo Carpentier m'ont entendu dire dans certaines interviews que j'étais en train de travailler sur un roman qui s'appellerait Le clan dispersé, me pidieron a ver si yo podía no utilizar el título porque ellos querían publicar unas páginas de la novela que había escrito Carpentier y eso podía crear confusión. ils m'ont demandé si je pouvais éviter d'utiliser ce titre parce qu'ils pensaient à la publication de quelques pages de ce texte qu'ils allaient publier avec ce titre, donc cela pouvait générer un peu de confusion. Y de pronto me quedé con 600 páginas escritas sin título. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée avec 600 pages de livres et sans titre. Cada vez que pensaba un título era peor. À chaque fois qu'un titre me venait à l'esprit, c'était pas le bon. Y ya prácticamente iba a entregar la novela a mis editores en España cuando estuvimos en México en marzo del año pasado. Et j'étais sur le point de livrer donc mon roman à mon éditeur espagnol quand je me suis retrouvée au Mexique, c'était au mois de mars de l'année dernière. Y estaba con mi esposa Lucía y otro escritor cubano y pasamos por un lugar, una especie de cafetería abierta donde había puesta música. Et j'étais donc avec ma femme Lucie et avec un autre écrivain et on est passé devant une cafétéria où il y avait de la musique qui passait. Y en ese momento estaba puesto Dust in the Wind
de Kansas. Et à ce moment-là, la chanson qui passait était Dust in the Wind de Kansas. Y este escritor que iba conmigo, que él es un tipo muy teatral, Et cet écrivain qui était avec moi, qui est un type un peu théâtral, me dijo, amigo Leonardo, ese es el título de tu novela. et ben voilà, il m'a dit, mon ami Leonardo, voici le titre pour ton roman. Y yo me quedé así y dije, coño, sí, es el título de la novela. Et moi, je suis restée un peu comme ça, puis j'ai fait, bah putain, oui, c'est le titre du roman. Esta es la historia de una generación que ha sido hecha polvo en el viento. C'est bien l'histoire d'une génération qui est devenue poussière dans le vent. Y ahí está, somos polvo en el viento en todos los sentidos y también en el sentido de la vida de esta generación. Et voilà, c'est ce que nous sommes, de la poussière dans le vent, dans tous les sens, et surtout dans le sens de la génération de ce livre. Lo cual quiere decir que uno nunca sabe cuándo va a encontrar el título de lo que ha escrito. Ce qui veut dire, en gros, qu'on ne sait jamais quand on va trouver le titre pour ce qu'on écrit. Y estoy muy feliz de haber encontrado este, porque además es una canción bellísima, Et je suis très contente d'avoir trouvé ce titre, d'être tombée là-dessus, parce qu'en plus, c'est une chanson, une très très belle chanson, que dice algo que es absolutamente cierto. qui dit quelque chose d'absolument vrai. We are just dust in the wind. Muchas gracias. Où nous sommes poussière dans le vent. Merci. Merci beaucoup Leonardo Padura et merci Manuela. Et merci à toutes et à tous pour votre attention.